nous réussit faire ne pas dire deuil du passé, mais une réconciliation du passé pour trouver tout ce qui est positif. Le monde de demain sera créole. Le monde d'aujourd'hui l'est déjà. Et la créolité, déjà la créolisation, c'est quoi? Et la créolité, c'est quoi? Une langue, une culture créole, c'est quoi? C'est ce qui ressort de contacts de peuples différents. C'est une conversation qui nous a gagné parce qu'ils les mettent comme si in the limelight. L'expérience qui nous pensait de tous celles qui vivent. Mais en fait, c'est pas du tout celles qui vivent. Les différents dimons vivent presque, on va pas dire la même chose, mais le même type d'expérience à différents degrés et à différents niveaux. Et au lieu de se cloîtrer dans son coin et se dire, moi, je suis toute seule comme ça, je suis la petite victime et tout, mais non, il y a beaucoup de personnes qui vivent la même chose. Donc, peut-être se fédérer pour être ensemble et pour voir comment on peut travailler ensemble malgré nos différences, dans nos différences, en respectant les différences, pour justement aller au-delà des préjugés, des idées reçues et tous les préjugés qu'on a pu hériter des générations précédentes. Canne à sucre et préjugés. Superficie 1865 km². Population 1 222 340 habitants. Densité 650 habitants au km². Un tout petit pays très densément peuplé et une population particulièrement hétérogène culturellement. Lorsque nous le regardons de l'extérieur, les pamphlets touristiques aidant, nous vivons dans un petit paradis où règne l'harmonie. Nous savons tous de l'intérieur que le petit paradis n'est qu'une illusion et que de nombreux conflits, souvent latents, y sont toujours bien présents. Que la violence est là, palpable parfois, et qui ressurgit comme des soubresauts. Car à Maurice, pour reprendre Malcolm de Chazal, nous cultivons la canne à sucre et les préjugés. Dès la conception de ce podcast, il nous est apparu que ce que nous voulions proposer, c'était de faire entendre des voix qui lèvent le voile sur nos tabous, nos préjugés, nos silences. Tenter de mieux comprendre ce qui se joue derrière ce que nous avons appris à voir les uns des autres. Déconstruire nos schémas de pensée, nos croyances intériorisées et tout ce qui fait obstacle à notre vivre ensemble. Après 5 épisodes, il nous reste tellement de sujets encore à aborder. Notre histoire, nos histoires sont tellement complexes qu'à chaque petite fenêtre ouverte, de nouveaux chemins et de nouvelles réflexions s'ouvrent. Ce projet a été riche de rencontres et de découvertes. Les nombreux témoignages reçus suite aux différents épisodes nous ont beaucoup touchés et nourris. Cet épisode est le dernier de la série, et nous avons voulu cette fois donner la parole à ceux et celles qui nous écoutent, les auditeurs de l'émission. Pas d'anthropologues, de philosophes, de sociologues ou de psychologues, pas de spécialistes ou d'universitaires, mais des Mauriciens tous différents, mais tous semblables dans leur envie de dépasser ces croyances trop apprises, qui ne participent pas au lien social et font obstacle à l'épanouissement personnel. Je vous invite donc à écouter les voix et les pensées de Safia, Lionel et Daniel. Oui, dans certains cas, oui, il continue. L'abolition de l'esclavage, il abolit, certes, mais la valeur du travail personne n'a pas reconnue. Il y a ça derrière. Ou capable d'un potentiel, vu qu'il est un descendant d'esclaves, tu n'as pas un droit dans ce potentiel-là. Tu es capable d'une certaine valeur, parce que tu n'es pas dans l'école comme moi, mais pas capable de te conseiller. Et il y a tout ça derrière qui dénigre un démon. Dans l'estime de la personne elle-même, il fait au plus bas que terre. Et du coup, la personne est soumise. Être soumis à l'histoire de l'esclavage. Et donc, le séquelle reste là. C'est un métabolisme qui continue. Il tourne, il est comme un roue, il tourne. Et sa personne-là, quand il a une mère de famille, il engendre ça sur les enfants. Du coup, dès qu'un enfant est né, tu te dis toi-même, tu ne peux pas avoir un rêve de devenir médecin. Tu ne peux pas avoir un rêve de devenir avocat. Parce que toi, tu vas être fils de maçon. Ton père, il est maçon, tu vas devenir un maçon. Ton papa, il fait travail rose. Qui le travail te peut rêver? Tu es capable de rêver.
mais tu peux toujours être un garçon rose. Tu peux toujours être maçon. Tu peux toujours être sapeur-pompier. Vous venez d'entendre un extrait du témoignage de Daniel de Grasse lors de notre épisode « L'esclavage, un passé toujours présent ». La parole de Daniel m'a tout de suite touchée lors de notre première rencontre, parce que c'est une parole libre, animée d'un désir de savoir, de comprendre le passé pour mieux avancer. Une parole que je trouve courageuse. Dans l'épisode 2, elle nous racontait notamment le vécu de sa belle-mère au service d'une famille. Une vie comme au temps de l'esclavage, faite de beaucoup de souffrances et de non-dits. Une histoire transmise à ses enfants. Une histoire qu'elle souhaitait mieux connaître pour briser la chaîne de souffrance et libérer les générations futures. Nous avons donc voulu la retrouver pour lui demander ce que cette prise de parole publique avait eu comme conséquence dans sa vie. Au fait, après cet épisode-là, c'est qu'il nous causé souvent dans la famille. C'est que beaucoup de personnes que tu connais, au fait, ce sont des enfants même, qui nous racontent moi tout ça. Comme je dis, c'est un héritage qui m'a gagné, à ce que moi, qui m'a besoin de faire avec ça. Et la première chose qu'il m'a fait, c'est retourne là que tu étais, là que tu peux vivre, et essayer de faire ça, trouver autrement. Faire, entre guillemets, la réconciliation entre le passé et le présent. Et trouver un regard positif de ce qu'il y a eu dans le passé et emmener ça dans le présent. Ce lieu dont parle Daniel est un grand parc privé composé de sources d'eau naturelles, de lacs et d'une forêt comme on les voit dans les films. C'est dans ce lieu complètement isolé que sa belle-mère et son beau-père ont vécu et travaillé, et c'est là que son mari a grandi. En retournant là-bas, on a eu la chance de retourner là-bas, il y avait aussi une richesse du paysage, une richesse des choses qu'il y avait en abondance, que eux, ils ont eu la chance de découvrir, de partager au quotidien, que maintenant, nous, on ne peut pas faire ça. Déjà, avant, quand ma belle-mère, tu peux laver dans la rivière. Parce qu'il faut dire, là-bas, c'est un grand paysage, c'est genre un genre pamplemousse, jardin de pamplemousse en second lieu. Et tu gagnes droit mon camarons. Et créer tout ça, ces affaires-là, qui cher maintenant pour nous. Et ça, c'était à l'abondance. Et comme mes enfants, ils sont avec moi là-bas, même mon mari qui a eu la chance pour rendre ce lieu-là, ben, ce cerf peut dire, ben, tu te rappelles, là, tu peux jouer. Là, tu peux venir toi dans des lots. En fait, c'est un retour, vraiment, comment on peut dire, dans le passé. C'était vraiment formidable. Dommage, ma belle-mère, il y en a 93 ans qui n'est pas réussi à là-bas. Il y a beaucoup l'émotion dedans parce que ma belle-mère réussit libérer aussi quelque part parce qu'il réussit raconte ça l'histoire-là parce que quand il nous raconte un passé, c'est ce vécu. Pour moi, il y a une histoire, mais c'est ce vécu. Quand il raconte ça, tout le monde peut prendre différemment. Peut-être un monde pourrait trouver là-dedans. Un autre pour dire, ben, maintenant, vivre comme ça. Nous pas conscients de ce qui est passé. Nous pas conscients. Et là, c'est nous prendre conscience de comment la vie était dans cette époque-là. Quelle est une traversée? Comment tu peux vivre? Prends différence pour décadence. Cassiette l'écho, vive dans Rimo. Blier profondeur, guettant l'air en l'air. Arrête qui aille, garde l'esprit fermé. Laisse paroles pourries glisser dans nous la vie. Dans ma l'air, sauve-nous la peu, laisse sacan ex fort d'eux. Zouezouero des bout, entre frères laisse mettre doute. Fantasmienne l'encrase, réfise non dit mes métissage. Peine à raison, peine à tort, applique la loi plus fort. Donne pouvoir contrôle tout, arrête pense pas nous. Les veines contre l'autre, les temps eux remplissent de pouces. Allah c'est qui pas pour ena, Allah c'est qui nous pas pour donne toi. Vous venez d'entendre un poème écrit et lu par Lionel Lajoie. J'ai rencontré Lionel grâce à Canne à sucre et préjugés. Il a participé à 2 de nos rencontres, l'une à propos de l'esclavage et l'autre sur les langues. Ses réflexions sur la langue, sur la créolité et le métissage, ainsi que ses poèmes et son engagement, ont nourri cette émission, et je souhaitais l'entendre. Je m'appelle Lionel Lajoie, j'ai 27 ans, 28. J'ai 28 ans, quand j'ai à me présenter, je dis souvent la même chose. Je suis un jeune engagé dans le combat pour la reconnaissance de la langue créole.
mais je m'intéresse aussi au combat écologique et féministe. Je n'ai jamais réellement compris pourquoi je me suis engagé dans le combat féministe, si ce n'est que le patriarcat oppresse aussi les hommes, donc aussi moi, parce que je ne me retrouve pas forcément dans l'idéal masculin, on va dire. L'injustice, en règle générale, me dérange et donc ouais, c'est un peu ça qui m'amène vers ces thématiques-là. Et quand tu es engagé pour la reconnaissance de la langue créole à Maurice, je te rends assez vite compte que ce n'est pas qu'un combat linguistique, parce que ça transporte avec lui toute l'histoire en vrai. Structurellement à Maurice, tout est fait pour que ceux qui n'ont pas les langues européennes, donc français et anglais, ils sont exclus de facto de l'école. L'école, de manière, enfin, c'est comme ça, hein, dans la loi, c'est comme ça que le créole n'a pas sa place mais du coup, c'est pas forcément la communauté créole as such qui est concernée, parce qu'il y a pas mal d'autres personnes qui viennent d'autres régions, d'autres communautés qui n'ont que le créole. Tous ceux qui n'ont que la langue créole comme langue dans laquelle ils se représentent le monde, dans laquelle ils ont appris leur langue maternelle, la première langue qu'ils ont entendue. Donc ouais, c'est pas que la communauté créole, c'est à peu près 90% de la population mauricienne, vaguement, un peu moins que 90% de la population mauricienne qui n'ont que le créole. Na 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 na. Sem l'unité tout côté, communaliste résété. Dans l'unité nous marcher, dans l'harmonie, dans la paix. Nous va récolter progrès. Nous va récolter progrès. Paquet de couler à religion, arrête de créer division. Penser qui nous une seule nation, à nous prendre même direction. Pour une seule solution. Pour une seule solution. La 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 la. Le monde de demain sera créole. Le monde d'aujourd'hui l'est déjà. Et la créolité, déjà, la créolisation, c'est quoi? Et la créolité, c'est quoi? Une langue et une culture créole, c'est quoi? C'est ce qui ressort de contact de peuples différents, souvent faussés. Donc, par exemple, l'esclavage ou l'engagisme, mais parlons de l'esclavage spécifiquement. De l'esclavage, de la colonisation, va naître une langue et une culture créole. Donc, d'identité contraire, d'identité conflictuelle, va naître une culture et une langue dans laquelle toute une population va s'exprimer, dans laquelle toute une population va créer, va se représenter le monde, va créer une littérature, va créer une tradition orale, va créer une culture culinaire particulière, mais particulier de par le mélange et de par justement ces différents éléments culturels qui viennent de zones supposément conflictuelles. Et je trouve dans la créolité, moi, dans le contexte que l'on vit aujourd'hui ou dans le monde, c'est des gens parlent de
de conflits de civilisation, qui ne l'est pas, mais c'est plutôt des conflits instrumentalisés par certaines personnes, bon, pour faire du business, quoi. Et je trouve que la créolité est une réponse à ça, est une réponse aux crispations identitaires qu'on connaît moins à Maurice, mais qui existent quand même. Je trouve en la créolité la solution, en fait, la solution au repli identitaire et communautaire. Parce que dans la culture créole et dans le fait même d'être créole, on harmonise les différences. À nous de le valoriser, de le mettre en lumière, en valeur et de capitaliser là-dessus. Là, de se rendre compte qu'on n'est pas un petit pays, on n'est pas si petit que ça en termes de peuple, en termes de richesse aussi. Qu'on est de voir notre beauté dans ça, de voir dans ça notre beauté en fait. Ouais, voilà. La, 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 la. Après avoir écouté l'épisode 5, le lieu de toutes les violences sur l'intersectionnalité et la violence contre les femmes à Maurice, Safia nous a écrit un message pour nous donner son avis sur le contenu de l'émission en tant que Muslim féministe. Cette affirmation de Muslim féministe m'a tout de suite intriguée et donné envie de la rencontrer. Pourquoi accoler ces deux identités? Qu'est-ce que cela pouvait signifier pour elle? Je suis Safia, j'ai 41 ans, je suis freelance en communication et ça fait bientôt 13 ans que j'écris pour le Mauricien sur un tas de sujets, de la politique à la femme, le voile, l'islam. Donc la femme et le voile, ce sont des sujets qui me sont très très près du cœur et aussi sujet à beaucoup de préjugés, d'où mon intérêt dans l'émission. Canne à sucre et préjugés parce qu'en écoutant les épisodes qui ont eu lieu, donc ça a évoqué en moi un partage d'expérience. Bien sûr, ça que Jimouni raconte sur l'expérience, mais allons dire qu'il est capable de vivre certaines expériences de très près, mais pas dans la manière qu'il Jimouni vivre. Mais moi, en tant que femme, en tant que musulmane, en tant que voilée, donc pour moi, il ramène moi au fait que voilà, c'est une conversation qui nous a gagné parce qu'ils les mettent comme si in the limelight, l'expérience qui nous pensait nous tous celles qui vivent, mais en fait c'est pas nous tous celles qui vivent, les différents dimons vivent presque, on va pas dire la même chose, mais le même type d'expérience à différents degrés et à différents niveaux. Et au lieu de se cloîtrer dans son coin et se dire, ben, moi, je suis toute seule comme ça, je suis la petite victime et tout, mais non, il y a beaucoup de personnes qui vivent la même chose. Donc, peut-être se fédérer pour être ensemble et pour voir comment on peut travailler ensemble malgré nos différences, dans nos différences, en respectant les différences, pour justement aller au-delà des préjugés, des idées reçues et tous les préjugés qu'on a pu hériter des générations précédentes, quoi. J'étais curieuse de comprendre le parcours, le chemin qui avait mené Safia à commencer à porter le voile, et comment, à l'inverse des nombreux préjugés véhiculés sur le port du voile, son parcours est celui d'une femme libre, qui s'affirme dans son identité, tout en restant ouverte aux autres. Alors, je me vois depuis bientôt 12 ans et c'était un choix personnel. Alors, j'ai vécu à Maurice jusqu'à l'âge de 21 ans. À 21 ans, j'ai quitté Maurice pour aller en Irlande et j'ai vécu là-bas 10 ans. Bien sûr, en rentrant en Irlande, donc on veut assimiler, on veut être comme les autres. On oublie un peu qu'on n'est pas de la même couleur de peau, donc définitivement on n'est pas pareil. Mais surtout, we want to belong, quoi. We don't want to be different, so we want to belong. Donc définitivement, on fait pareil, on s'habille pareil. Et le fait qu'on soit mauricien aussi, ça a aidé parce que déjà on était tellement ouverts à différentes cultures. Donc c'était juste another one to adapt to.
Et c'était pas aussi difficile que ça. Les Irlandais sont très gentils, très accommodating et tout. Et pendant cette période-là, je me suis aussi défaite de certaines parties de mon upbringing, on va dire. C'était un parcours pour se chercher soi. Et c'était aussi une déconstruction, on va dire, de l'éducation religieuse reçue à Maurice pour faire sa propre éducation. Donc, à un certain moment, c'est pas que je n'étais plus croyante, j'étais toujours croyante, mais par exemple, je ne faisais plus les prières régulièrement comme il le fallait, etc. Mais après, par moi, j'ai senti ce besoin de spiritualité. Donc, j'ai fait mon comeback, on va dire. Et pendant ce temps-là, j'ai commencé à me questionner par rapport au voile, etc. Et j'ai fait des lectures. Je commence à essayer à penser, mais est-ce que je vais pouvoir porter? Et qu'est-ce que ça veut dire, porter le voile en Europe, surtout? Déjà qu'on soit différente et se faire encore plus remarquer. Mais arrivé un beau jour, je me dis, écoute, tu seras tout le temps différente, donc autant aller à fond dans cette identité-là. Et là, en même temps, donc ce sont plusieurs choses qui se passent en même temps. Moi, en tant que personne, je suis déjà maman à cette époque-là, donc mon fils qui va à l'école, et je me dis, ben, comment il va être perçu, lui, en tant que fils de femme voilée à l'école. Et là, je commence à parler aux profs, je commence à parler à mes amis. Je leur dis, ben, écoutez, après un voyage en Arabie Saoudite, donc un pèlerinage, je vais commencer à porter le voile. Donc moi, j'ai un peu préparé le terrain, pour ainsi dire. Mais j'étais très, très bien reçue par mes amis, par ce cercle d'amis et cette communauté dont je faisais partie, les Irlandais et tout. Mes amis étaient très, très accommodating. Et pour moi, le voile, en fait, ça, je sais que c'est un peu cliché de le dire maintenant, mais c'est vrai, très vrai que le voile m'a libérée, quoi. Le voile m'a libérée des préjugés, des regards que moi-même j'avais plein de jugements vis-à-vis des autres, parce qu'on me regarde maintenant, moi, avec un regard de jugement. J'ai une voisine, un jour, elle me rencontre après que j'ai commencé à porter le voile. Elle me dit, ben, vous vivez toujours ici? C'est ma voisine irlandaise. Je lui dis, oui, bien sûr. Elle dit, non, j'ai remarqué une femme qui porte un voile. Je croyais que votre mari a fait un deuxième mariage. Et là, je me dis, ben, écoute, c'est le summum vraiment des idées reçues, quoi, des musulmans, avec un deuxième mariage, avec le voile et tout. Et là, quand je commence à sortir, à rencontrer d'autres gens, on commence à me dire, mais c'est ton mari qui te fait porter le voile parce que tu portais pas le voile avant. Et je dis, non, mon mari n'est pas trop content déjà que je porte le voile, mais ça va, c'est mon choix. Je crois que cette idée de choix et de voile, it doesn't fit in the same sentence pour beaucoup de personnes. Et à partir de là, ce que moi, je pensais comme acquis, par exemple, que voilà, une personne peut porter le voile par choix, mais non, c'est pas mainstream du tout. Donc, je commence à ce moment-là à parler de ça, parce que je venais de commencer à écrire dans les journaux, et là, je commence à parler de ça. Et je commence à parler du voile, du choix, je commence à parler des droits de la femme en islam, d'où le muslim féministe. Parce que beaucoup de femmes musulmanes ne sont pas éduquées de leurs droits en islam. Elles sont éduquées de leurs responsabilités, beaucoup plus que de leurs droits. Et le fait qu'on est à Maurice, il y a un amalgame de culture et de religion qui fait que la culture est imposée comme une responsabilité religieuse, alors que ce n'est pas le cas. Parce que beaucoup de femmes, elles croient qu'elles n'ont pas le droit, ou pas le droit, non, peut-être pas. Elles dépendent obligatoirement sur l'homme, mais ce n'est pas le cas parce qu'elles ont droit au travail, elles ont droit à leur salaire qu'elles n'ont pas à partager dans la maison ou avec leur mari. Leur héritage est uniquement pour elles. Elles ont le choix
pour le mari, pour le mariage, c'est-à-dire c'est elles qui choisissent le mari, le partenaire et non leur famille. Donc tout ça, je vois que comme si les gens de ma génération, les femmes de ma génération, on ne nous a pas appris tout ça. Et moi, j'ai eu la chance, le privilège même, d'avoir accès à ça quand je suis partie en dehors de Maurice. Je ne me pose pas comme une personne, on va dire, qui fait l'éducation, absolument pas. Je n'ai pas cette prétention-là. Mais vu que moi-même j'ai été surprise de ce que j'ai découvert, je me dis qu'il faut que je partage cela. À mon retour à Maurice après 10 ans, donc je commence à travailler et là, je commence à travailler avec une personne qui a des dreads. 20 ans de cela, j'aurais regardé cette personne-là avec tout le regard que j'ai appris à regarder une personne avec des dreads. Plein de préjugés, donc il est sûrement de telle ou telle partie du pays, il est sûrement accro à telle ou telle chose. Donc, tous les préjugés qu'on reçoit, quoi, en héritage, je vais dire. Mais quand je vois cette personne-là, je me dis, écoute, je me dis à moi, je veux bien savoir ce que lui, il a en tête, ce que lui, il a à m'apporter. Et effectivement, que je commence à lui parler, on a cliqué. Parce qu'en se parlant, on est au fil du temps, on a commencé à se parler un petit peu plus et là, il me raconte son expérience portant des dreads. Et moi, j'ai cette expérience-là en portant le voile. Et un jour, en ayant une conversation, à un moment donné, on s'est regardé, c'est comme si, avec la petite ampoule qui light up et qui... Mais mince, on a eu la même expérience. C'est des niveaux différents, mais c'est la même expérience. Donc, pour moi, c'est ça quand je dis que ça m'a ouvert l'esprit vraiment, le voile, alors que des gens disent que non, mais oui, ça m'a ouvert l'esprit. Ça m'a cassé beaucoup de préjugés que je portais en moi. Pensez qui nous une seule nation, à nous prendre même direction. Pour donner une solution. Pour donner une solution. Pour donner une solution. Pour donner une solution. D'accord avec ça? Oui. Na 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 na. Pour d'être cette solution. Dans cette solution. Pour dans cette solution. Pour dans cette solution. Ce podcast était ma manière à moi de m'engager avec mes petits et modestes moyens pour tenter de faire évoluer notre regard, à commencer par le mien. J'ai voulu savoir comment nos invités perçoivent leur engagement personnel, ce qui leur semble important pour avancer vers plus de sérénité et d'harmonie sociale. Je suis engagé politiquement, pas au sein d'un parti, mais au sein d'une famille idéologique, la gauche, donc des thématiques sociétales, genre l'acceptation des différences,
mauricianisme, créolité, tout ça, c'est inclus. L'écologie, donc toute cette famille de gauche. Et je m'engage avec des différentes organisations de peu importe quelle manière, si ce n'est que pour faire du monde à des événements, j'y vais. J'écris, je parle, je donne des idées. Ça, c'est mon engagement politique concrète. Enfin, politique, pas forcément concrète. Mais j'écris aussi de la poésie en créole. Et ma poésie est imprégnée de toutes ces thématiques, de ce qui se passe dans le pays, de ce que je souhaite pour le pays, de problèmes géopolitiques. Bref, je me considère comme un artiste engagé, poète engagé, on va dire. Il y a aussi ça, et dans mon travail, je fais de la traduction freelance, donc je travaille beaucoup avec des ONG pour justement que les messages qu'ils ont apportés touchent un plus large public, donc le créole est le véhicule de tout ça. Pourquoi c'est intéressant de démocratiser, de vulgariser les savoirs, les connaissances et les concepts? C'est parce qu'on a une nécessité de ce qu'on appelle en créole l'éducation populaire. C'est essayer, du moins essayer de faire naître une certaine conscience de masse sur différentes thématiques. Au jour d'aujourd'hui, avec les télécommunications actuelles, c'est trop facile de faire n'importe quel genre de narrative. On aurait pu penser que avec la technologie actuelle, les gens deviendront beaucoup plus éclairés sur certains sujets. Ceci n'est pas le cas parce que des forces de l'argent, il faut dire ce qu'il est, ont d'autres intérêts. D'intérêt de continuer à divertir, de continuer de bombarder d'informations des gens, qui sont parfois pas vrais, pour qu'il n'y ait pas justement donné à penser, pour éviter de donner à penser, parce qu'un peuple qui pense, c'est déjà pas, c'est pas dans les projets d'un système qui exploite. Tout d'abord, en tant que travailleur social moi-même, je dirais que après avoir écouté tous les épisodes de Canal Sucre et Préjugés, on ne peut pas rester insensible à tout ce qui était dit dedans, parce que il y a beaucoup de choses qu'on normalise et en même temps c'est pas normal. Il y a eu beaucoup de souffrances qui a été dite dans tous les épisodes. Il y a eu beaucoup de choses et je prends conscience de toutes ces choses-là. Et pour se dire que l'éducation est la meilleure façon de transmettre à nos enfants de ne pas répéter la même chose. Et nous devons trouver chaque fois qu'il y a quelque chose pas normal, nous allons au-devant pour dire haut et fort que c'est pas normal. Change sa façon de dire qu'il y a quelque chose qui est normal pour emmener dans le sens pour dire nous sommes capables d'aider et avancer ensemble pour changer les choses. Et au niveau de la famille, c'est aussi le partage. Comment tout pied besoin d'une branche. Moi, on envie de retourner dans le passé, mais pour ajouter une branche, mais dans le sens que résoudre un puzzle. Dans ce sens, résoudre un puzzle. Et pour dire, il y a quelque chose de positif qui nous a trouvé dans le passé, qui nous a mené et qui est capable de loin encore devant, parce que c'est un bon souvenir, c'est un bon moment qu'on a vécu, et pour se dire, il y a toujours du bon. Des fois, dans une réaction, il y a toujours quelque chose de bon dans quelque chose de négatif. Il faut essayer de trouver le bon sens et emmener un regard bienveillant. Je pense que c'est très important de parler, d'avoir des conversations difficiles, de ne pas sugarcoat les vrais challenges qu'on a, surtout à Maurice.
Moi, ça, comme je dis, ça fait 12-13 ans que j'écris, donc 12 ans que j'écris. Et pour moi, c'est intéressant parce que l'écriture qui m'a permis à m'exprimer et me trouver est venue de concert avec le port du voile. Donc, en même temps, ça m'a permis de m'affirmer, mais aussi de partager des idées. Que, comme je dis, que moi, je croyais que, j'ai ces idées-là, je ne sais pas si ça touche quelqu'un ou pas, mais j'ai juste envie de partager. Et à travers l'écriture, je me suis fait beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances qui ont à peu près les mêmes idées. Et là, on ne se sent pas autant seul que ça. On se dit, il y a toute une communauté de personnes. Et je crois que ça, c'est important, surtout à Maurice. Il y a une communauté de personnes qui ont pas les mêmes idées, mais allons dire qu'on pense dans la même direction. Pour notre pays, au-delà de tout ce qu'on peut nous imposer comme division. Et moi, c'est à travers l'écriture, alors j'ai 3 enfants, c'est à travers la transmission avec mes enfants. Un jour, peut-être, ils n'auront pas les mêmes opinions que moi, forcément, parce que chaque personne est différente. Je crois fermement dans la liberté de tout un chacun. Mais au moins, j'aurais mis les graines de pensée, on va dire, de réflexion. Et c'est ce que j'essaie de faire aussi à travers l'écriture, c'est aussi poser des idées peut-être contraires pour certains. C'est un peu comme les émissions, les podcasts et tout. C'est juste poser quelques idées. Peut-être que ça va prendre dans une personne, peut-être pas. Peut-être que, je sais pas, mais toujours pousser à la réflexion. Et donner à penser. Je pense que c'est très important de sortir un peu de notre cocon, de briser un peu les tabous, les cases toutes faites, etc. Donc, pour moi, c'est important de s'engager parce que c'est aussi un moyen on ne va pas prétendre de changer le monde, on est quand même dans une petite île Maurice, mais on peut quand même changer les pensées ou pousser vers la pensée, même pas changer. Et je crois que c'est là où se trouve le pouls du monde, quoi. Les pensées et les échanges, parler avec les gens, trouver des terrains de similitude, de similarité. Et qu'on voit que malgré toutes nos différences, qu'on peut célébrer et pas nécessairement effacer, qu'on est tous là sur cette terre, on est humains, on est peut-être les mêmes expériences, on peut partager, on peut comprendre la souffrance de l'autre aussi, même si on ne vit pas la même chose. Je crois que c'est important d'écouter, de lire, de partager. Voilà, c'est pour ça qu'on vit, quoi. Pensez qui nous une seule nation, à nous prendre même direction. Pour Odin, c'est une solution. L'identité est un sujet brûlant à l'île Maurice, comme dans le reste du monde. On n'en a d'ailleurs pas une seule, mais plusieurs, car nous changeons de peau selon le contexte où nous nous trouvons. Ces identités peuvent être un enchevêtrement ou une belle tresse nouée, selon que nous en acceptons la diversité ou pas, selon que nous nous enfermons dans une carapace monolithique ou la vivons comme un prisme où le monde peut changer de couleur. Ananda Devi, dans une interview accordée à Jeune Afrique en janvier 2002. Je ne trouverai pas de mots plus justes. Les parcours de nos 3 intervenants nous montrent combien nous sommes multiples, mouvants, combien l'identité évolue, se nourrit de l'échange et de l'ouverture à l'autre. Daniel a formulé publiquement un vécu intime, et cela a eu des répercussions sur la vie de sa famille
et sur ce qu'elle va transmettre aux générations futures. Parce que libérer la parole enlève une partie du poids qui nous empêche d'avancer plus léger et plus libre. Safia a fait un chemin personnel en mettant d'abord de côté une part de son identité afin de mieux s'intégrer et s'adapter. Mais son parcours et sa réflexion personnelle lui ont permis de revenir aux sources de son identité qu'elle choisit d'affirmer. Ce choix ne l'emprisonne pas, bien au contraire. En portant le voile et en assumant pleinement son identité musulmane, elle milite au sein de la communauté pour changer des pratiques défavorables aux femmes. Cela lui a également permis de prendre conscience de ce que signifie subir les préjugés. Son regard sur les autres a changé, il est plus ouvert. Lionel écrit et milite pour la reconnaissance de la langue créole, notamment parce qu'il est convaincu que le vivre ensemble mauricien passe par l'acceptation du métissage et de notre créolité. Par définition, le métissage et la créolité sont des concepts qui permettent de voir notre pays avec ses nuances, ses contradictions, ses mélanges. Les poèmes de Lionel témoignent de cette richesse née de la fusion de plusieurs cultures et qui fait la culture originale qui est la nôtre, à la croisée de plusieurs continents. La démarche de ce podcast était de faire entendre des voix qui nous permettent de mieux appréhender notre pays et sa société, de lever le voile sur des sujets encore trop souvent tabous, d'enlever les barrières pour être en lien. Être en lien, créer des ponts, des passages, des passerelles, ouvrir nos regards plus grands. Pour mieux embrasser notre culture, ses paradoxes et ses contradictions, pour mieux comprendre et se libérer de ces tabous, silences et non-dits qui entravent l'harmonie et le vivre ensemble. Ce podcast est produit par Shakti Kalikan de l'Époque Studio et financé par l'ambassade de France. Il a été réalisé par Shakti Kalikan et présenté par Christelle Mervin de Spéville. Mixage par Silvano Alcide de Prodcom. La communication de l'émission est assurée par Alia Chojou. Merci au groupe Patiatan pour le générique de l'émission. Un immense merci à Safia Chadi Edou, Daniel Degrasse et Lionel Lajoie pour leurs témoignages et éclairages. Vous avez entendu le morceau L'Unité de Éric Triton. Merci infiniment à tous ceux qui nous ont écoutés avec attention. Merci pour vos messages et vos partages. Les échanges avec les intervenants, aussi bien qu'avec les auditeurs, nous ont nourris tout au long du projet. Canne à sucre et préjugés.